Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Soyez les bienvenus, voici les titres de ce journal. Un aéroport désert et des passagers perdus. La grève des pilotes Air France est particulièrement visible à Marignane. 90% des vols de la compagnie ont été annulés aujourd'hui. Robert Navarro saisit la justice contre son propre groupe au conseil régional. Le président par intérim de la région Languedoc-Roussillon dénonce une convocation illégale pour l'élection du successeur de Christian Bourquin. Et puis c'est parti pour les championnats du monde de sauvetage en mer à la Grande Motte. Plus de 5000 maîtres nageurs du monde entier participent à cette compétition. Mais tout d'abord, à la une de l'actualité, le retour du dossier SNCM. Fin juillet, après 17 jours de grève, les représentants des salariés et les actionnaires s'étaient finalement mis d'accord pour ne pas placer l'entreprise en redressement judiciaire. Dans l'immédiat, aujourd'hui, les différents partis se sont à nouveau rencontrés à la préfecture des Bouches-du-Rhône autour du médiateur nommé par le gouvernement. La nouvelle direction a présenté son projet pour la compagnie maritime et cette réunion s'est terminée en début de soirée. Visiblement, l'actionnaire principal, la Transdev, filiale de Veolia, ne compte pas faire de gestes pour sauver l'entreprise. L'hypothèse du dépôt de bilan semble donc plus que probable. Et je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par Marguerite Kioch. Le Premier ministre a annoncé fin juin un redressement judiciaire amène des solutions pour la SNCM. Aujourd'hui, aucun des acteurs, notamment les représentants du gouvernement qui étaient là pour la médiation, ne sont capables de nous apporter des garanties sur la transmissibilité juridique de la délégation de service public, sur le soi-disant effacement de passifs. Aujourd'hui, on est effectivement plus que pessimiste. Mettre aujourd'hui la SNCM sur le plan du redressement judiciaire relève, comme je l'ai déjà dit, de l'intention de nuire et d'un comportement qui est quasi délictueux, donc même du pénal. Donc je le redis tranquillement, on a aujourd'hui une collusion entre l'État et Transdev qui, je vous rappelle, est détenue à 50% par la Caisse des dépôts et consignations. Dans l'actualité sociale également aujourd'hui, la grève des pilotes Air France se durcit et c'est l'aéroport de Marseille-Provence qui est le plus touché par ce mouvement social. À Marignane, 90% des vols de la compagnie française ont été annulés. Conséquence, l'aérogare était désert et seuls quelques passagers prenaient leur mal en patience. Reportage Alexandra Fergan. Toujours pas de pilotes dans les avions d'Air France. Le hall est désert. La grève se poursuit aujourd'hui dans l'aéroport de Marseille où 90% des vols sont annulés. Les passagers doivent prendre leur mal en patience. C'est le cas de Noémie qui se voyait déjà au pied du Colisée à Rome. Malheureusement, elle devra encore attendre. Le vol a été annulé la veille. Donc on a appelé le service, on a eu un peu de mal à les avoir parce que j'imagine que ça a été le cas de tout le monde. Et ce qu'on a eu, c'est simplement l'opportunité d'être affrété sur un autre vol. Malheureusement, il n'est pas direct celui-ci, donc on passe par Lyon pour pouvoir ensuite arriver à Rome. Ça nous décale le voyage d'une journée. Un mouvement initié par les pilotes d'Air France pour protester contre le projet de développement low cost de la compagnie qui pourrait engendrer la délocalisation de leur emploi. Ici, au comptoir du service client d'Air France, Yvan rencontre le même problème. Son vol est annulé, mais travail oblige, il doit trouver une solution pour entrer. Donc la solution qu'on a, c'est de rentrer demain matin, ce qui me fait perdre un jour de travail finalement. En fait, je suis obligé de prendre un jour de vacances de plus, donc voilà, c'est un jour de vacances que j'aurai pas cet hiver pour partir au ski, quoi. Ambiance plus détente pour Liliane et Georges. Ce couple de retraités arrive de Moscou où ils ont passé leurs vacances, mais pour eux, le mouvement de grève n'est pas un problème. On arrive chez nous à Lyon, aux environs de Lyon, à la même heure que prévu. Donc pour nous, pas de gêne importante, mais parce que ça s'est bien arrangé. Selon les syndicats des pilotes d'Air France, cette situation de grève pourrait encore s'aggraver demain. Direction Nîmes à présent avec une décision importante pour les usagers du train de bus. La ligne 1 devrait bien être prolongée autour de l'Écusson, du centre-ville. Donc, après 4 mois de consultation, la commission d'enquête publique a émis un avis favorable hier. Si aucun recours n'est engagé, les travaux devraient débuter au premier trimestre 2015. Réaction au micro d'Olivier Michel. Aujourd'hui, c'est une triple légitimité. Légitimité administrative parce que aujourd'hui, on a la commission d'enquête qui dit « OK », favorable. Légitimité citoyenne parce que nos concitoyens ont pu s'exprimer très librement, très largement, et ils ont dit OK, et une légitimité d'usage, parce qu'aujourd'hui, la surprise, au redémarrage des activités, 7700 utilisateurs du TCSP jour. On a bien sûr été très attentionné sur tout ce qui est les arbres, puisqu'on a été un petit peu retoqué à cause de ça la dernière fois, donc bien sûr les arbres sont tous respectés. En ce moment, c'est la Semaine européenne de la mobilité, un événement qui a pour but de sensibiliser les citoyens à l'utilisation de transports
public. Mais dans les quartiers nord, certains Marseillais aimeraient bien avoir la possibilité justement d'utiliser ces transports publics. Certains salariés doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se rendre sur leur lieu de travail, un problème qui peut même se transformer en frein à l'embauche. Reportage Ali Martiniki. Émilie est hôtesse d'accueil dans un centre commercial du 15e arrondissement de Marseille. Elle se déplace en bus, mais cette zone est mal desservie par les transports en commun. Malheureusement, oui, on en a un de toutes les 30 minutes. Donc quand vous finissez à 19h et qu'il passe par exemple à -5, il faudra attendre 30 minutes avant que le prochain arrive. Et malheureusement aussi pour les personnes, c'est pas trop pratique pour rejoindre le centre-ville. Ils sont obligés de prendre le 96, de descendre à l'hôpital Nord et de prendre le 97 direction Centre-Bourse. À quelques centaines de mètres d'ici, il y a une zone d'activité. Est-ce que je peux avoir un numéro de locataire, monsieur, s'il vous plaît, pour accéder à votre dossier? Cette société compte 600 salariés, dont Marjorie et Lucille. Chaque jour, ces téléopératrices empruntent ce chemin à pied. L'arrêt de bus est à 15 minutes de leur lieu de travail. Le bus, il nous laisse tout en bas au niveau du pôle emploi. Ouais, c'est très long. C'est long, ça monte. Donc le soir, c'est bien, ça descend, mais le matin, ça monte. Un peu plus compliqué. Voilà, et on marche pendant au moins un quart d'heure. Il n'y a pas de transport en commun qui arrive plus près. Pour les entreprises, la question des transports et de la mobilité devient cruciale. Ils arrivent en bus, l'arrêt qui est derrière vous, là. Et ensuite, ils ont une dizaine de minutes à pied pour arriver jusqu'à l'entreprise. Le véhicule, c'est sûr que c'est un grand critère de recrutement. Je sais, pour en avoir discuté avec un certain nombre de mes commerçants, qu'on peut accuser certains retards de temps en temps, retard à l'ouverture, et ce qui, on sait qu'une heure perdue sur l'exploitation, c'est de l'argent perdu, donc pour eux, c'est pas acceptable. Un collectif d'entrepreneurs interpelle les pouvoirs publics. Des navettes pourraient être mises en place dès la fin de cette année, ce qui permettrait aux 20 000 salariés concernés d'arriver au travail en temps et en heure. Politique à présent avec une polémique au Conseil régional Languedoc-Roussillon. Depuis la mort de Christian Bourquin, le président, le 26 août dernier, Robert Navarro assure l'intérim. Il voulait fixer la date de l'élection de son successeur au 29 septembre, une date jugée trop tardive par des conseillers régionaux du groupe majoritaire puisque la loi précise que de nouvelles élections doivent se tenir dans un délai d'1 mois. Josiane Colleret a donc émis de son côté une convocation pour le 26 septembre, une seconde convocation jugée illégale par Robert Navarro et son avocat qui ont déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier une requête en référé. Écoutez. Pourquoi le 26? Moi, la loi me permet de faire ou le 26 ou le 29. Le seul privilège que j'ai, c'est président de pouvoir choisir la loi. J'ai pensé aller au 29. Dans un souci de calme et d'apaisement, nous pensons, et M. Béral vous l'a dit, qu'il vaut mieux que ça se fasse après les sénatoriales qu'avant. Ce qui est important, c'est que l'exécutif du Conseil régional, en temps et heure, dans le cadre de la loi, soit changé, ça sera fait. Il n'y a qu'un seul candidat, vous le connaissez. Je voterai pour lui, je vous le dis, il n'y a pas de lézard. Et la suite des opérations, après, on verra bien, quoi. Un livre anti-corrida retiré des rayons à cause de sa couverture. L'ouvrage du vice-président du CRAC Europe, le comité radicalement anti-corrida, la corrida, la honte, était illustré par une photo de la statue de Nimeno II, vandalisée en septembre 2012. C'est la sculptrice Serena Caronet qui a porté plainte. L'utilisation de la photo vient d'être jugée illégale par le tribunal de grande instance de Marseille. Écoutez. En premier lieu, c'est le dossier d'une artiste qui est rétablie dans ses droits par la justice qui considère qu'on n'avait pas la possibilité de porter atteinte à son œuvre. En second lieu, c'est le dossier d'anti-corrida qui sont remis à la place par la justice qui leur dit non, votre cause ne vous confère aucun droit particulier et vous n'aviez pas le droit de faire ceci. Et en troisième lieu, c'est un peu la conséquence inattendue, c'est les Nîmois qui aiment ce symbole, qui aiment leur ville et qui aiment cette statue de Nimeno qui trône devant les arènes et qui sont soulagés finalement que la justice, même si c'est indirectement, vienne de dire non, on n'avait pas le droit de souiller ainsi, de profaner cette statue. À Marseille, ce sont des morceaux de patrimoine qui se transmettent de génération en génération. Les fameux cabanons de pêcheurs font partie du décor sur le littoral marseillais. Pourtant, ces petites constructions sont aujourd'hui menacées. Depuis hier, au Bain des Dames, près de la Pointe Rouge, la municipalité a entamé la destruction de l'un de ces cabanons. Les autres sont en sursis. Les explications avec ce reportage de Sidonie Caneto. Ils n'en croient pas leurs yeux, les cabanonniers. Du jour au lendemain, un cabanon a disparu du paysage, grignoté par une pelleteuse. À Marseille, on avait 3 institutions. On avait la Canebière, on avait Notre-Dame de la Garde, on a toujours.
et les cabanons. Alors déjà, on a déjà perdu la canebière. Si on perd les cabanons, je me pose toujours la question, à quand Notre-Dame de la Garde ? Souvent transmis par filiation, les cabanons restent la propriété du domaine maritime par baux de 2 ans renouvelables. Et pour être en conformité avec la loi littorale, la mairie, propriétaire de 2 cabanons, a proposé à l'État de détruire et réaménager l'espace. Nous allons installer des toilettes et des douches de façon pérenne dans ce cabanon qui reste. C'est un vrai service public que nous rendons, c'est une demande de la population et en même temps ça nous permet d'avoir une action sur une meilleure qualité des eaux de baignade. Une page se tourne pour ces cabanons de pêcheurs devenus des lieux de villégiature familiaux, lieux de souvenirs pour toutes les générations. Beaucoup de souvenirs ici. On n'a pas connu toutes ces villas, tout ça, c'était carrément c'était la campagne, quoi. C'est un quartier, encore le tramway à l'époque. Il fallait 2 heures pour venir du centre-ville. Bon, ça évolue, mais bon, il ne faut pas que ce soit trop changé non plus. C'est un cabanon qu'on a de famille. Là, mes petits-enfants en profitent. J'ai un petit de 2 ans, un de 5 ans. Pour eux, c'est le royaume. Ils me disent que c'est la plus belle plage du monde. Ils pêchent les crabes, les crevettes. Et quand on voit ça, l'inspection des cabanons, ça nous fait mal au cœur. Pour profiter des derniers jours d'été, les baigneurs habituels du bain des dames se sont repliés sur la plage de la Batterie, juste à côté. Peu de personnes le savent, mais le sauvetage en mer est une discipline sportive, une discipline qui, comme beaucoup d'autres, a ses championnats du monde. Cette année, c'est la piscine Antigone de la Grande Motte qui accueille la compétition. 5000 sauveteurs de toute la planète y participent. Reportage Pierre Beretta et Sébastien Cabritas dos Santos. Le départ est dans quelques secondes. Jacques et Stéphane vont disputer une course de sauvetage sur planche. Le principe, aller récupérer son coéquipier autour d'une bouée à 100 mètres de la plage. Je vais me positionner sur l'avant de la planche, je vais me coucher, hop, le nageur va prendre la place derrière et on va rentrer les deux en ramant soit avec les 2 bras ou soit un bras après l'autre. Les 2 sauveteurs s'entraînent ensemble depuis 10 ans, leur technique est bien rodée. D'accord, mais moi je reste sur la planche. Toi tu restes sur la planche. D'accord. Je risque de ne pas pouvoir te pousser. Donc je continue à ramer. De toute façon, le but du jeu après c'est qu'on remonte les 2 sur la planche pour franchir la ligne. Pour rescue, to Marshall, thank you. Your first call competitors. Jacques et Stéphane décrochent une belle 6e place. Ils étaient 27 au départ. Ce matin à la Grande Motte, 43 pays étaient représentés. C'est la première fois que la France accueille les championnats du monde. Michael, sauveteur australien, a parcouru 17 000 km. C'est très beau, l'eau est propre, les gens sont sympathiques, l'ambiance est bonne parmi les compétiteurs. Nous passons un très bon moment. L'épreuve continue jusqu'au 28 septembre. Avec 5000 sauveteurs le long des plages, vous pouvez vous baigner sans crainte.